Bonjour à tous, chers amis, mesdames et messieurs, cher Denis. Évidemment très heureux d'être ici. Alors, vous le savez peut-être pas, mais mon père était officier de la Légion étrangère, donc je ne peux que saisir cette balle au bond et vous dire qu'effectivement vous faites partie des gens sur qui le MEDEF peut compter. Le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France, mais on devrait peut-être le rebaptiser le mouvement des entreprises en France, puisque les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait spectaculaires et témoignent de l'attractivité de notre pays. Alors évidemment, c'est plus facile de venir aujourd'hui qu'en 2010, puisque les chiffres que j'ai pu découvrir ce matin dans les différents journaux des différents baromètres sont absolument spectaculaires. Et il y a indiscutablement un effet Macron qui a été tout à fait bien expliqué par la table ronde précédente. C'est d'ailleurs rassurant parce que moi j'avais été assez surpris ou choqué par le baromètre, je crois, de la Banque mondiale, qui nous classait, j'ai plus le chiffre exact, mais derrière le Rwanda et le Kazakhstan en termes d'attractivité. Comme quoi ces classements sont quand même assez à discuter. Alors oui, beaucoup de choses ont été faites au-delà du marketing, mais le marketing est important et c'est vrai que je crois que la correspondante allemande disait il nous faut un Macron en Allemagne. C'est vrai que l'énergie, le discours, la nouveauté a contribué à tout ça, mais il y a eu des mesures et il faut reconnaître que la première année de ce gouvernement a été marquée par beaucoup de réformes positives pour l'entreprise. Bon, je commencerai par alors je ne sais pas si c'est la principale, mais peut-être la plus spectaculaire, qui est la réforme du marché du travail. C'est une réforme importante parce qu'elle nous met dans un environnement qui est compétitif en termes de flexibilité. Alors, il y a une mesure qui est très importante, qui n'est peut-être pas assez soulignée, c'est que le licenciement est devenu relativement prévisible. Avec le plafond qu'il y a au prud'homme, on sait peu ou prou, alors ça n'a pas été écrit comme ça bien sûr, puisque c'est un plafond, mais on sait peu ou prou quel va être le coût d'un départ. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans la réalité, je ne sais pas si vous avez ce chiffre, mais le taux de recours au prud'homme, le nombre de dossiers que les prud'hommes ont à traiter, baisse à toute vitesse. On est sur des chiffres très spectaculaires de baisse dans les différents tribunaux de prud'homme de 15 à 20% d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand les deux parties, l'employé et l'employé, savent à peu près quelle sera l'indemnité qui devrait être versée, alors bien sûr hors des cas de harcèlement, enfin des cas qui méritent d'ailleurs d'aller au prud'homme, eh bien, très naturellement, on va vers une médiation et vers une transaction, ce qui est la bonne manière de régler un problème aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, ça va permettre aux tribunaux prud'homaux, qui est une institution très particulière, mais qui a ses mérites, puisqu'elle est paritaire, ça permet des employeurs, enfin des représentants des employeurs, des représentants des employés, de discuter sur un cas particulier, de se concentrer sur ce qu'ils devraient faire, c'est de traiter les cas qui méritent un traitement de type judiciaire, parce qu'il ne s'agit pas d'un départ négocié pour incompatibilité d'humeur ou autre, mais parce qu'il y a un problème divers ou variés de harcèlement, de comportement, etc., etc. Dans les ordonnances, il y a évidemment un autre point majeur, c'est la possibilité, soit pour les branches, pour les petites entreprises, soit pour les entreprises, de négocier directement avec les partenaires sociaux ou les membres du CSE, ou éventuellement par référendum, l'organisation du travail dans leur entreprise. Et ça, c'est majeur. Alors ça s'appelle pompeusement, pour les grands spécialistes de l'économie sociale, l'inversion de la hiérarchie des normes, mais c'est une révolution culturelle énorme. Si vous voulez, c'est l'anti-Grenelle ou si l'anti-35 heures. On a vécu post-45 dans un système où, à quelques-uns à Paris, on décidait de l'organisation du travail de toutes les entreprises de France. On pouvait le comprendre d'ailleurs dans l'environnement taylorien de l'après-guerre, puisque assez logiquement, toutes les entreprises avaient une forme d'organisation qui était comparable. Donc on pouvait essayer de normer, de légiférer au niveau national. Mais l'économie moderne, elle n'est pas convergente, elle est divergente. Entre une start-up du sentier, une PME du bâtiment et puis une grande multinationale, les organisations ne sont pas les mêmes, les besoins de temps de travail, de modulation de travail ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc c'est une vraie réforme moderne. Il va falloir du temps. Ça a d'ailleurs été bien souligné, je crois, par le correspondant italien, pour que les entreprises s'en emparent,
Vous avez vu qu'il y a, je crois, quelques dizaines d'entreprises qui ont fait des ruptures conventionnelles collectives, par exemple. Très peu se sont lancés dans le référendum. Mais pourquoi? Parce que c'est une vraie révolution culturelle. Pour un patron de PME, aujourd'hui, aller voir ses salariés pour les faire voter sur une réorganisation, c'est pas aussi simple que ça. Et nous, on a un travail à faire important au MEDEF, c'est d'évangéliser nos adhérents, de leur expliquer cette réforme et de leur demander de s'en emparer. Je fais d'ailleurs une petite incise, le MEDEF que je veux porter, qui est un MEDEF de proposition, c'est aussi un MEDEF qui renvoie la balle. Quand il y a une réforme qui est favorable, il faut qu'on soit en capacité, alors non pas comme sous le président Hollande de donner des contreparties, parce que l'économie ne marche pas comme ça, mais d'être en capacité de saisir ses balles au bon et de s'engager. Et j'en profite, puisque j'ai des patrons d'entreprises étrangères, c'est notre responsabilité collective. Sinon, on nous dira en fin de mandat, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a permis de faire? C'est d'ailleurs le même sujet sur la fiscalité. Alors, vous connaissez l'ancienne présidente des riches. Quelle est la réalité? On avait une fiscalité du capital qui était totalement déconnectée de la réalité, puisque, en fonction des situations personnelles des uns et des autres, on pouvait aller de 70 à 100% de taxation sur le capital. Et alors je sais que c'est un mot qui n'est pas forcément bien connoté en France, mais dans capitalisme, il y a capital. Moi, je suis entrepreneur, j'ai besoin de capital pour entreprendre. Donc si on taxe trop le capital, eh bien, on décourage l'emploi, on décourage l'entreprise. On a remis, avec la suppression, pas totale, mais enfin, en tout cas la suppression sur les actions de l'ISF d'un côté et le prélèvement à 30% dit flat tax de l'autre, une fiscalité du capital qui soit une fiscalité dans la moyenne européenne. D'ailleurs, là aussi, petite incise, le MEDEF que je veux porter, ce n'est pas un MEDEF qui va demander à ce que, toujours plus, on soit un paradis fiscal en France. Nous, on demande simplement à être dans la moyenne européenne. Après, ça sera à nous, au talent de nos entrepreneurs, au talent des chefs d'entreprise, de faire la différence. Et donc là, on a une fiscalité du capital qui est dans la moyenne européenne. Mais c'est la même chose. Il faudra qu'on soit en capacité, à l'issue du quinquennat d'Emmanuel Macron, de démontrer que ce regain de compétitivité fiscale nous a servi et que cet argent, il est bien allé dans des investissements productifs. Vous irez jeter un œil, si vous avez la curiosité, sur le blog de M. Ruffin, pas l'écrivain, mais l'autre, l'insoumis. Et donc là, il a lancé un thème qui s'appelle « Rendez l'ISF ». On voit bien où on veut nous emmener, c'est-à-dire cette fiscalité compétitive, mais pas dumping, est une erreur, il faut reprendre les 4 milliards, etc., etc. Donc on a une responsabilité de ce point de vue-là. Pour finir le panorama fiscal, l'autre mesure qui a été adoptée au PLF 2018 en 2017, c'est la baisse de l'IS. Là aussi, on a pris une trajectoire et j'insiste d'ailleurs sur le mot trajectoire. Je pense qu'il est très important pour nous, les entrepreneurs, d'avoir une vision pluriannuelle de la fiscalité. On comprend assez bien qu'on ne puisse pas baisser l'IS à 25% d'un coup parce que il y a des contraintes budgétaires, il y a les engagements vis-à-vis de Bruxelles. Mais si on nous dit dans 5 ans, vous serez à 25%, donc ce qui est proposé par le gouvernement à la moyenne européenne, et que cet engagement est évidemment tenu, alors vous avez de la visibilité, vos actionnaires, vos maisons mères ont de la visibilité, et 5 ans, c'est à peu près l'horizon d'investissement qu'on a en général les uns et les autres. Alors un point d'actualité sur la fiscalité écologique, je vais peut-être vous surprendre, parce que vous ne m'entendrez pas souvent dire qu'une taxe est positive, mais moi je suis favorable au principe de la taxe carbone. Je suis favorable d'abord en tant que citoyen, on doit prendre à bras-le-corps la fiscalité écologique et le changement climatique. J'y suis favorable parce qu'il faut qu'il y ait des signaux prix. Alors, je mets 2 conditions à ça. La première, c'est celle de la prévisibilité. Il ne faut pas que
le sens de la pente ou la dureté de la pente change trop souvent. Et quand même, un des problèmes qu'on a avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait une fiscalité écologique, une taxe carbone qui avait été votée, mais qui a été fortement aggravée dans le projet de la finance de l'année dernière. Et puis l'autre, et qui n'est pas respecté par le gouvernement, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute 1 euro de taxe sur les entreprises ou sur les ménages, il faut qu'on retire 1 euro de taxe ailleurs. Mais vous connaissez le chiffre, on a de quoi faire, si j'ose dire, puisqu'on est champion du monde, alors pas seulement au football, mais on est champion du monde, puisqu'on talonne les 45% de prélèvements obligatoires sur la richesse créée dans ce pays. Donc il y a de la marge pour baisser les impôts. Donc oui à la taxe carbone, à condition qu'elle préserve la compétitivité de nos entreprises. Après, pour ne pas être trop long, il y a un certain nombre de choses positives qui ont été faites. La sanctuarisation du crédit impôt recherche, encore que j'ai le sentiment qu'il faudra continuer à se bagarrer chaque année avec les députés. La conversion du CICE en baisse de charge, même si malheureusement on s'est arrêté un peu en chemin puisque une partie du CICE n'a pas été convertie et qu'il y a un effet dit retour d'IS qui en fait renchérit un peu le coût du travail. La loi sur la formation qui va rapprocher les besoins en formation de l'entreprise. La loi Pacte où il y a à mon avis 2 mesures principales. Une qui est sur l'intéressement. Et là aussi, je pense qu'on a... Alors vous êtes moins concernés puisque c'est surtout les entreprises de moins de 250, mais si on veut réconcilier le capital et le travail dans ce pays, mettre en place le plus largement possible des systèmes de type intéressement-participation. Pour une fois, c'est une exception française. Ça n'existe, je crois, nulle part ailleurs, mais c'est une bonne exception française. Et le fait de supprimer le forfait social, enfin les 20% qu'on payait, est une très bonne chose. Et puis, alors là, vous n'êtes pas du tout concernés probablement, mais la suppression du seuil de 20, qui j'espère préfigure d'autres suppressions de seuil, est une très bonne mesure. Donc on a eu effectivement une année positive avec un élan. Mais je pense que vous partagerez ce diagnostic, on est loin du compte, il reste encore beaucoup à faire. Et évidemment, on a envie de dire à ce gouvernement, il ne faut surtout pas mollir dans le rythme des réformes. La bonne nouvelle, c'est que le président a vu ce qui s'était passé dans les 5 dernières années et que peut-être il saura s'inspirer en creux, si j'ose dire, de la mollesse réformatrice, si j'ose dire, du président précédent pour continuer sur le même rythme, même si politiquement c'est certainement plus compliqué. Le syndrome, au fond, de notre absence de compétitivité, vous le connaissez tous, c'est le déficit du commerce extérieur qui finalement génère le déficit de l'État, les 60-70 milliards, quelles que soient les années, qu'on continue malheureusement année après à avoir. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, c'est pour ça que je vais les faire vite, mais on a un problème de prélèvement obligatoire, je l'ai dit, 45% de la richesse nationale. Il vient, et c'est l'angle mort de la politique du gouvernement, de la dépense publique, qui là aussi avoisine les 56% de la richesse nationale. C'était pas dans le programme du président, il faut le dire. Le pari que faisait, en l'occurrence, Jean Pisani-Ferry quand il a fait le programme, c'était on va monter le numérateur, on va monter le PIB, si j'ose dire, on va faire de la croissance sans avoir besoin de taper trop dans le dur des dépenses publiques. Je pense que ce pari, il est malheureusement illusoire et avec le ralentissement de la croissance, il l'est encore plus. Et qu'on ne peut pas se résoudre à continuer à dépenser autant d'argent pour avoir des services publics qui sont de qualité inégale. Parce que, d'une certaine manière, si on avait un modèle scandinave avec des dépenses publiques très élevées, mais des scores et des scores d'efficacité, on pourrait se dire, écoutez, pourquoi pas, c'est un choix de société, et après tout, c'est un choix d'équilibre. Mais la réalité, vous les connaissez, si on prend simplement l'éducation, le classement PISA, qui a ses limites, bien sûr, le classement PISA. Mais enfin, au total, il montre quand même qu'on n'est pas premier de la classe au cas particulier. Il y a un sujet qui, il y a 2 sujets dans la dépense publique, là, je parle presque à titre personnel, qui sont quand même les plus irritants. Il y a celui de l'absentéisme dans la fonction publique, qui est quand même un véritable scandale.
Ne serait-ce que si on benchmark, alors benchmarker la fonction publique avec le privé, là on est dans des scores tout à fait étonnants, mais même quand vous prenez les collectivités locales entre elles, ce qui est le plus incroyable, parce que c'est les mêmes conditions de travail, c'est les mêmes fonctions, prenez les collectivités locales de l'Est de l'Alsace et celles de Montpellier, vous avez 10, 12, 13 jours par an. Je veux bien qu'on soit un peu plus malade dans le Sud, mais enfin il y a un moment où le système s'arrête. Et là, il n'y a pas 36 solutions, c'est du courage politique. Vous connaissez, bon, pour faire sourire un petit peu, la blague de Coluche, hein, les 35 ans de la fonction publique, on va y aller doucement, d'abord 32, ensuite 33, puis après on essaiera de faire 35. Bon, c'est une boutade, mais en même temps, il y a un moment, il faut du courage politique. Et l'autre, c'est cette obsession française pour le gratuit. Attendez, il n'y a pas très longtemps, la maire de Paris proposait que dans sa campagne future que tous les transports urbains soient gratuits. Mais rien n'est jamais gratuit. Et tout ce qui n'a pas de valeur, enfin tout ce qui n'est pas un peu payant, perd de sa valeur. Et donc quelque part, il ne faut pas se tromper, si c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est bien souvent le contribuable d'entreprise. C'est la même chose pour cette obsession du reste à charge zéro. C'est une erreur. La santé, ça a un prix. Il est évident qu'il faut accompagner les populations les plus fragiles, mais même symboliquement, avoir quelques euros de dépenses quand on sort d'une pharmacie ou qu'on sort de chez le médecin me paraît indispensable. Donc il y a un énorme chantier dont, évidemment, je regrette qu'on ne voit pas le bout. Si j'entre plus dans la technique, nous, notre combat, donc j'étais en charge de la fiscalité au MEDEF jusqu'au 3 juillet, c'est celui des impôts sur les facteurs de production. Alors, c'est toujours un terme un peu barbare, mais la différence aujourd'hui entre une entreprise allemande et une entreprise française, elle n'est plus dans l'IS, ou elle ne sera plus dans l'IS dans quelques années. Elle est plus sur la fiscalité du capital, elle est évidemment sur le coût du travail, et là, il y a toutes les prestations sociales, mais elle est sur tous les autres impôts, les taxes affectées, les taxes spécifiques et les impôts locaux. Et on a un système d'impôts locaux qui est basé sur des assiettes qui sont des assiettes qui ne reflètent pas la contribution de l'entreprise, que ce soit les salaires, que ce soit l'immobilier, et qui pose un énorme problème parce que leur dynamique est très forte. On va sortir le 10 décembre notre baromètre annuel de la fiscalité locale, et vous allez voir que comme chaque année, ces impôts, ils croient en général 2 fois plus vite que le PIB, et donc ils créent un problème. Aujourd'hui, la fiscalité locale, c'est plus que l'IS en masse, en milliards d'euros. Et il prend un problème de compétitivité. Et en plus, ce problème, il est aggravé par la nature de l'économie. Parce que quand on rentre dans une économie avec des flux immatériels, évidemment, quand on taxe tout ce qui est physique, on aggrave les écarts. Pour le dire simplement, Carrefour va payer des impôts locaux sur ses 300 hyper en France, alors qu'Amazon ne paiera que sur 7 entrepôts logistiques. Et ce n'est pas une critique d'Amazon, c'est juste un constat d'asymétrie. Bon, je ne vais pas être trop long, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'au-delà de ces marronniers qu'on connaît tous et que le MEDEF et mes prédécesseurs ont défendu, il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est qu'on rentre dans une phase d'accélération des transitions. C'était abondamment commenté, la transition écologique d'un côté, la transition numérique de l'autre. Et puis, il faut le dire, dans une phase de mondialisation qui sera moins paisible ou moins heureuse. On n'a plus que des amis. Alors on peut être amis sur le plan régalien, on peut combattre ensemble au Levant ou en Afrique, mais on est quand même en guerre économique et en guerre violente. Ça nous oblige quand même à repenser le modèle de production en France, en Europe, à réfléchir plus systématiquement de manière au système, comment on finance la protection sociale dans ce monde-là, est-ce qu'il faut la faire uniquement sur le travail comme c'est le cas chez nous ou plus largement, comment on fait converger nos systèmes fiscaux en Europe. J'entendais l'autre jour, je crois que Bruno Le Maire vient dans quelques minutes ou dans l'après-midi, je ne sais pas, et comme tous les hommes politiques qui l'ont précédé, il milite pour une convergence fiscale franco-allemande. Mais si l'un d'entre vous peut me trouver une ligne, je dis bien une seule ligne dans le projet de loi de finances 2019 qui vient d'être voté, qui évoque, même sur un horizon lointain, une convergence d'assiettes ou de taux ou de nature d'impôt entre la France et l'Allemagne, je lui offre un déjeuner au MEDEF
et le champagne. Et donc, il y a un moment où il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait dans mon mandat une priorité sur le dialogue franco-allemand. J'ai rencontré 3 fois déjà patron du BDI allemand, qui est pas tout à fait l'équivalent, mais une des organisations importantes du patronat allemand, pour essayer de concrètement proposer des axes de convergence, à la fois en fiscalité, à la fois sur l'assiette et sur le taux. L'assiette est souvent aussi importante que le taux. Donc il faut repenser complètement ce système. C'est aussi le cas, évidemment, de notre système d'assurance chômage. Alors, je ne peux pas résister à vous dire un mot sur le bonus-malus, puisque le président en a parlé, je sais plus, il y a une dizaine de jours. Pourquoi on est contre ce système? Parce que on pourrait se dire, au fond, le président de la République l'a mis dans son programme, et le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, l'avait mis dans son livre, qui est par ailleurs remarquable, qui s'appelle, que je vous recommande de lire, c'est Longue soirée d'hiver, l'économie du bien commun. Le problème, c'est que, comme toujours, une idée intelligente, brillante, qui part d'un diagnostic juste. Le diagnostic, c'est quoi? C'est qu'on a une dualité très forte du marché du travail et une montée en puissance des contrats à CDD de moins d'un mois, des contrats ultra courts. Donc ce diagnostic, il est juste et il faut essayer d'y remédier. Mais la solution proposée, je vous l'explique en 2 minutes, est terrible. Vous avez une entreprise de 100 personnes en 2019, donc à 100 personnes. Le calcul qui sera fait, individuel par entreprise, c'est de prendre le nombre de salariés qui auront quitté cette entreprise et qui se sont inscrits à Pôle emploi, quelle qu'en soit la raison, fin de CDD, fin d'intérim, fin de CDI, rupture conventionnelle, etc., en brut, et quels que soient les recrutements qu'elle aura fait après. Et donc, si vous avez 10 personnes, vous avez un taux de 10%. Après, vous prenez la moyenne du secteur. Mais le secteur, c'est les codes NAF, donc ça recrute des tas de gens de tailles différentes. Si vous êtes au-dessus de la moyenne, on calculera en fin d'année, vous avez si vous avez plus de séparation, donc au-dessus de la moyenne, vous avez un malus, donc vous paierez 7% de cotisation chômage. Si vous êtes en dessous de la moyenne, vous aurez un bonus, vous irez jusqu'à 0,5%. Donc vous créez un écart de compétitivité très significatif entre les entreprises, totalement imprévisible, puisque ça ne dépend pas de votre score, mais du score de la moyenne. Donc chaque année, le coût du travail peut varier en fonction de l'évolution de vos concurrents au sens très très large, et qui ne prend pas du tout en compte la progression des emplois. Puisque si vous avez eu 10 personnes qui se sont inscrites à Pôle emploi, mais que dans le même temps, vous avez créé des emplois avec votre effectif final et de, j'en sais rien, 120, ça ne sera pas pris en compte. Ce n'est pas le net, mais le brut. Donc, on est dans un système extrêmement technocratique, extrêmement punitif, extrêmement instable, qui n'existe nulle part au monde, parce qu'il y a un système de bonus-malus aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout constitué comme ça, et qui sera une menace terrible pour l'emploi. Voilà pourquoi on est vent debout, si j'ose dire, pour essayer de faire changer d'avis le gouvernement. Il nous reste quelques mois. Alors pour conclure, je l'ai un petit peu dit là dans mes divers exemples, et c'est un appel que je vous adresse. Nous avons une responsabilité, je pense, très importante, non pas à faire réussir Emmanuel Macron, mais à faire réussir les réformes. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet politique, mais c'est un projet pour le pays. Parce que, on le voit bien d'ailleurs en ce moment avec la jonction de divers courants d'extrême droite comme d'extrême gauche dans les manifestations de Gilets jaunes. Et M. Lévy l'a évoqué en disant « j'ai l'impression de me voir en Italie il y a 10 ans ». Oui, mais en Italie, ça s'est mal terminé. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, Renzi, qui a fait des réformes très courageuses, d'ailleurs pour certaines pour le marché du travail, bien plus ambitieuses que ce qui ont été faites en France, a perdu le référendum qu'il avait mis en place. Et derrière, on a eu cette alliance improbable des extrêmes et une situation qui est objectivement catastrophique pour l'économie italienne. Donc je pense qu'on porte collectivement une responsabilité, je l'ai un peu dit en égrénant les points, ces réformes qui sont vues comme pro-entreprise et qu'on peut trouver peut-être insuffisantes, il faut qu'on s'en empare, il faut qu'on les fasse réussir,
pour qu'on arrive à faire réussir ce pays. Merci de votre attention.